Ça. Ouais, c'est bon, tu peux dire. Voilà, donc c'est bon. Ça enregistre tout. Je Serge. Sur son ordi. En fait, si on referme. Non, ça y est, c'est bon, regarde, c'est en cours. On va savoir pour le sauvegarder. Ouais, mais c'est après, quand tu vas quitter, que il va te convertir. Par contre, ça prend du temps, Serge. C'est ça. Parfois, ça prend jusqu'à 45 minutes. Et il faut surtout que tu gardes ta session ouverte. Mais ça y est, ça c'est en enregistrement. Et ici, on voit bien que c'est enregistré. Et donc là, vous avez l'option d'interdire à Serge de continuer de vous enregistrer. Ici, voilà, c'est ça, suspendre, arrêter. Mais donc là, pour l'instant, c'est Serge qui enregistre. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va? Ouais. Non, c'est chacun. J'ai pris l'habitude d'arriver pile à l'heure. Oui, surtout quand ils sont sur Internet. La nouvelle règle, enfin, avant il y avait les 5 minutes académiques, maintenant c'est la minute Zoom. La minute Zoom, oui, c'est ça. On dit toujours que les autres contrées où les 5 minutes académiques peuvent devenir des longs quarts d'heure. Oui, oui. Toulousain, avec le changement climatique, ça remonte jusque. Je sais pas. Moi, j'ai longtemps. J'ai longtemps enseigné au Brésil les 5 minutes académiques. Oui, on attend les gens qui doivent être. Ce qui peut parfois prendre un peu de temps. Oui, les rapports au temps sont pas c'est très culturel. Et alors, s'il pleut, s'il pleut, tout ça. On décale tout. Vous restez déjeuner avec nous après? Avec plaisir. Bon, voilà. J'ai rien. Nous, on a prévu. Je n'ai pas de pression. Ouais, quand même que je sois raisonnable autour là. Oui, non, mais on se trouve des réunions à 14h. Non, on a de quoi faire dans le quartier. Bon. Où est-ce que vous êtes basé? Moi, je suis de l'autre côté du campus. Je suis sur le quai Saint-Bernard. D'accord. C'est l'Institut de toute la part Cassan, c'est l'Institut de. Mais ils ne devaient pas le mettre par terre, d'ailleurs, le bâtiment. C'était le projet pharaonique quand je suis arrivé ici. Je suis revenu ici en 2012. Le projet pharaonique, c'était un truc à 250 millions que vous avez Jean Nouvel. On épaississait la barre, on l'a réhabillé complètement, on épaississait la barre et on passait de 14 mm² à 24 mm² pour compenser le fait que comme la barre Cassan a été construite avant l'avion, il n'y a pas d'avion dans la barre Cassan. La construction de Cassan, c'est 50-52. Donc, avant la glorieuse époque de. Mais, d'accord, avec des murs en béton, type mur de plafond. Mais pour la mettre par terre, oui, le coût carbone serait. Je pense qu'il faudrait la mettre par terre. C'est intéressant. Mais personne ne le fera jamais, ça sera classé. Ce question, c'est un peu strict. Ce question, le PCN, c'est du solide. Enfin, c'est du solide du tour.
défilé. Oui, Il y a 3 ans, il y avait un plan d'urgence à cause des fenêtres qui tombent. Il y a un plan d'urgence pour rénover 100 fenêtres. Ils ont rénové l'extrême urgence. En fait, toute cette partie, on est essentiellement installé ici. C'était la première zone refaite. Aucune isolation de façade. Zéro. C'est malfaçon, la règlement compris, c'est des 40 fait. Donc on a fait 40 dans les bureaux. On a fait ça aussi. On a fait une passoire thermique sur lequel on a un passoire phonique. C'est intéressant. Alors aussi, on a quelques fenêtres cassées et le devis pour changer 3 fenêtres, c'était une centaine de millions parce qu'il fallait faire une chauffe. Je viens le soir, quoi. Je vais faire la fête. Et c'est ce qui est dingue, c'est que ça traîne. Incroyable. Maintenant, on raconte la nouvelle animalerie qu'on a construite, c'était un truc de compensation comme par exemple. Le temps, nous, on avait une salle de réunion, on va transformer en bureau. Il a fallu, entre le moment où on s'est dit on va le faire, non, on s'est fait encore, il y a eu des problèmes de gestion phonique 3 ans. Je pense qu'il faut on va entendre encore, on va arriver aux 5 minutes réglementaires. En tout cas, il y avait des gens qui sont connus. Oui. Personne ne parle. Ma montre avance. 2 minutes. Ah, c'est ça. Non, mais c'est l'histoire. Non, mais c'est juste j'aime bien mettre les bons mots. Mais je peux vous faire je change. Voilà. Je me fais un vidéo sur les mais c'est vrai que les cellules souches cancer. Une fois, c'est intéressant. C'est vrai que voilà, on a tous une spécialité. Cette formation-là, c'est quand même de santé de recherche. Santé. En France,
j'essaie de toujours brancher si on prend le chalet. S'il faut demander, s'il faut demander à tous les candidats des trucs complémentaires, elles sont censées et aussi la communion. Enfin, il y a vraiment le financier. On a plus de mal à faire des choses comme ça. Ça fait mon stage. Alors, on la connaît. Non, mais c'est on va avoir un décideur. Quand tu prétends décider, je mettrai des recherches comme ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier séminaire du groupe de réflexion éthique de l'engagement de l'IPSL. Donc, il y en aura un certain nombre qui vont suivre. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour lancer cette série Hervé Schneeweiss, qui est donc neuro-oncologue à la Salpêtrière, qui est aussi donc directeur du labo Neurosciences Paris-Seine, donc de l'autre côté du campus, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, président du comité d'éthique de l'INSERM. Donc, Hervé a accepté de parler de bioéthique, de voir un peu toute la démarche qu'il y a eu dans le domaine médical autour de l'éthique, des questions éthiques qui se posaient à cette communauté scientifique. Et l'idée ensuite, c'est donc une présentation de demi-heure de ce jour-là. Comme de toute façon, on s'arrête quand vous voulez. J'ai mis des diapositives, mais on s'arrête quand vous voulez. Donc l'idée ensuite, c'est vraiment d'avoir un échange avec nous. On commence à se poser ces questions et on est vraiment très content de vous accueillir. Encore merci et à vous la parole. Et après, pour le temps de discussion. Bon, merci pour votre invitation, merci à tout le groupe avec qui j'ai eu déjà le plaisir de discuter. Alors là, est-ce que tout le monde entend bien à distance? Bon. Et donc, je vais commencer par la déclaration de lien d'intérêt, puisque une des dimensions, ce n'est pas celle sur laquelle on va venir, mais une des dimensions essentielles, bien entendu, ça va être de toute discussion éthique en matière de science, c'est d'un côté la qualité de la science, de l'autre côté l'intégrité des personnes qui la font. Et l'intégrité, elle commence par comprend la déclaration de lien d'intérêt. Et je rappelle à cette occasion que nous avons tous des liens d'intérêt. Il est impossible d'avoir l'expertise que nous avons en tant que chercheurs ou enseignants-chercheurs sans avoir fait des études, créé des réseaux, acquis une expertise. On dit toujours qu'un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Donc, il y a toujours des liens d'intérêt, et ces liens d'intérêt, il faut les exposer a priori, parce que c'est seulement dans certains contextes que le lien d'intérêt peut devenir un conflit d'intérêt. Et c'est jamais la personne, contrairement à ce que j'écris là, je déclare, c'est pas à la personne de dire si le lien d'intérêt dans un contexte donné devient un conflit d'intérêt, mais c'est le regard extérieur. D'où cette importance de l'a priori de la déclaration de lien d'intérêt, et d'où le fait qu'il faudrait que, comme les médecins le font maintenant, tous les chercheurs fassent leur déclaration de lien d'intérêt sur un site de transparence que mettraient en place les institutions de recherche. L'INSERM le fait, probablement à cause de sa dimension santé. Alors, une fois qu'on a dit ça, de quoi allons-nous parler? On a une question. Du coup, ça ressemble à quoi ce type de… Parce que je le vois, par exemple, c'était avec des entreprises, mais si on n'a pas forcément de lien d'intérêt avec des entreprises, ça correspond à une déclaration de lien d'intérêt. C'est une déclaration dans laquelle on vous demande pour quel est votre employeur ou vos employeurs, de qui avez-vous reçu des rémunérations au cours. Alors,
quand on est au CCNE, en tout cas quand moi j'y étais, on fait une déclaration auprès de la HTAP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans laquelle vous faites votre déclaration de patrimoine au début de votre entrée en fonction, ce qui permet de savoir si vous vous êtes démesurément enrichi au cours de vos fonctions. Vous dites pour qui vous avez travaillé au cours des 5 dernières années, donc de qui vous avez perçu des rémunérations. Vous dites si vous travaillez comme conseil scientifique ou directeur scientifique ou président du conseil scientifique de telle ou telle entreprise ou de telle ou telle structure. Voilà, vous dites les différents liens d'intérêt que vous avez dans votre vie. Bien évidemment, ça en laisse toujours de côté, c'est-à-dire vous pouvez n'avoir aucune fonction dans une entreprise particulière, mais votre conjoint peut en avoir une. Donc, ça, c'est d'autres choses. Enfin, en tout cas, il faut avoir un moyen de déclarer ces liens d'intérêt et de le faire dès le début de la carrière du scientifique, de telle façon à ce que, un, ça devienne naturel, et deux, les sources externes, qui par exemple envisagent, je vous prends un exemple, nous, on avait été saisis au comité d'éthique de l'INSERM par rapport à la nomination dans un institut de santé publique d'un chercheur comme directeur qui avait omis de déclarer ses liens d'intérêt avec l'industrie, de plus des industries extrêmement polluantes, dans les 10 années précédentes. Bon, évidemment, ça s'est terminé par un article du Monde qui a dit « c'est quand même surprenant que l'INSERM nomme directeur de l'Institut de santé publique ce monsieur qui a fait ceci, qui a fait cela, etc. » Il y aurait eu à cette époque-là, je vous parle d'il y a 10 ans, le site avec la déclaration de lien d'intérêt, et avant d'être nommé directeur, il aurait dû afficher ces différentes fonctions ou ces différents liens d'intérêt, et probablement le jury appelé à nommer le directeur aurait trouvé que ce n'était pas la personne la plus adéquate. Ou l'aurait nommé, mais en assumant les différents liens avec les industries qui avaient eu. Tout ça pour dire que l'éthique en matière de recherche médicale, l'éthique va parler, c'est ce que Paul Scopolet a formalisé dans un petit essai, qui pour le comité d'éthique de l'INSERM est une référence, c'est une question de liberté. C'est comment nous, en tant que chercheurs, qui avons acquis grâce aux grandes révolutions, je vous rappelle qu'avant les grandes révolutions américaines ou françaises, c'était un privilège royal de pouvoir faire de l'enseignement ou d'avoir le droit de chercher dans telle ou telle direction. C'est grâce aux révolutions qu'on a la liberté de recherche. Et donc, comment on articule notre liberté avec la liberté des autres? Comment, dans des institutions publiques, on vise avec et pour les autres à des institutions justes? Eh bien, en ayant une vision inclusive de la liberté. Ce que Ricoeur dit, quand il dit « à l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit ». Et d'une certaine façon, quand on va discuter tout à l'heure de l'engagement vis-à-vis du public, on veut que notre liberté et la connaissance que nous apporte notre liberté et la valeur émancipatrice de la recherche, je distingue ici bien la démarche scientifique qui est la recherche de la science en tant que corpus de connaissances, eh bien, comment est-ce que ça va permettre l'émancipation des autres également? Et vous voyez immédiatement qu'il y a une différence importante à établir entre la dimension réflexive, cette dimension ouverte et large, et puis une dimension plus normative qu'on appelle la déontologie à partir d'un philosophe britannique qui s'appelle Jeremy Bentham. Et la déontologie, ce sont les règles qu'on se donne dans chaque profession. Vous connaissez la déontologie médicale, il y a ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Quand on ne respecte pas la déontologie, on est exclu de son corps professionnel. En matière de recherche biologique, il y a toute une déontologie. Si vous venez dans notre laboratoire, vous ne pouvez pas rentrer à l'animalerie, dans les zones d'expérimentation animale, sans un certain nombre d'autorisations, sans un certain nombre de précautions. Vous ne pouvez pas rentrer dans un laboratoire classé L2
de niveau de sécurité 2 sans un certain nombre de règles de protection. Si vous ne les respectez pas, vous vous mettez en danger, vous mettez en danger la vie des autres. Et à partir de là, on vous explique gentiment les choses, mais fermement, ou on vous dit d'aller voir ailleurs pour la suite de vos recherches. Donc, on va avoir là affaire à un paradoxe, c'est que nos sociétés sont de plus en plus de demandes de sécurité. Et en même temps, elles sont très inquiètes à l'égard du fait que cette sécurité, on va y revenir, a comme corollaire le fait d'avoir un corpus normatif de plus en plus important. Alors, ce qui est très, très important, c'est on va voir que la bioéthique, c'est quelque chose de très récent, c'est de voir que les racines de la bioéthique, évidemment, dans une réflexion philosophique éternelle au sens de l'homme, de l'humain, hein, je pense que les premiers sapiens, c'est probablement les premiers néandertals aussi, avaient une réflexion philosophique qui ne nous est pas parvenue, mais voilà. Mais en tout cas, depuis que les choses sont formalisées, il y a une réflexion éthique. Il est important de la connaître, vous pouvez s'y référer, parce qu'elle reste dans nos pratiques aujourd'hui. Par exemple, quand on se réfère à l'éthique de Nicomaque, la question, c'est celle du bonheur, c'est-à-dire comment on peut ne pas souffrir et exercer la vertu. Alors, ne pas souffrir, ça peut vous paraître une question, mais en fait, cette dimension de l'absence de la souffrance et bien se conduire, donc le contexte qui guide chez Aristote la fin, donc le conséquentialisme déjà, et que tout jugement doit être guidé par la prudence, en grec phronésis, qui est la sagesse pratique. On sait que l'incertain du résultat est là, donc on agit avec prudence. Eh bien, cette dimension de ne pas souffrir est particulièrement présente dans la société anglo-saxonne, et c'est ce qui a amené le comité qu'on appelle Warnock, quand il a été question d'encadrer non seulement les recherches, mais l'assistance médicale à la procréation et de définir ce qu'on peut faire et ne pas faire sur les embryons humains. Eh bien, la commission Warnock, au tournant des années 70, des années 90, pardon, a décidé qu'au 14e jour après la fertilisation, apparaissait sur l'embryon, qui assez plutôt que là ressemble un peu à une framboise ou à une mûre, donc quelque chose de complètement indifférencié, apparaît une ligne qu'on appelle la ligne médiane, et qui donnera les premières cellules qui vont donner le système nerveux central. Et vis-à-vis de cette référence à ne pas souffrir, comme à partir du 14e jour apparaît les premières cellules qui pourraient un jour l'organe de la sensibilité, de la capacité de souffrir, eh bien les Britanniques ont décidé qu'avant 14 jours, c'était un pré-embryon, on pouvait faire ce qu'on voulait dessus, mais qu'à partir de 14 jours, c'était un embryon et que là, on s'arrêtait. Bien évidemment, la sensibilité, elle arrive bien plus tard, puisque avant 3 mois, il n'y a pas de connexion entre le nerf périphérique et le système nerveux central. Ouais. Il faut qu'on intervienne parce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper les micros pour ceux qui sont en ligne? Parce que ça fait des bruits parasites. Nous, on a coupé le son dans la salle pour ne pas les avoir, mais pour ceux qui sont en ligne, merci Martin Schwartz. Ouais, super. Et les autres personnes qui arrivent, maintenez les micros coupés, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, Julie. On reprend. Alors, on va sauter Spinoza, non pas parce que Spinoza n'est pas important, il est un philosophe important, très difficile à lire et à bien comprendre. C'est plus important pour nous en neurosciences parce que Spinoza, c'est l'un des philosophes qui dit « il n'y a pas de libre arbitre, on n'est simplement pas au courant de tous nos déterminants, mais la seule moyen qu'on a d'être au courant de nos déterminants, c'est l'étude, c'est la compréhension de ce qui nous entoure, mais on reste de toute façon prédéterminé. » Là où c'est plus important, c'est de parler de Kant, parce qu'on vit, en fait, dans nos démocraties
moderne dans un espace néo-kantien. Kant définit, vous le savez, les impératifs catégoriques. Pour Kant, il y a des universaux qui doivent être respectés. Pas parce qu'il y a une bonne raison, une mauvaise raison, mais parce que c'est comme ça, c'est des données universelles. Et donc, parmi les impératifs catégoriques, il y a considère l'autre toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen. C'est la base de toute la philosophie des droits. Alors, la différence souvent qu'on essaie d'établir entre éthique et morale, c'est que, en fait, la morale, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est ce qui relève de l'impératif catégorique. Vous ne pouvez pas choisir quand une chose est bien, une chose est mal dans le domaine de la morale, quand une chose fait partie de la vie bonne et une autre non, c'est obligatoire de le suivre. L'éthique, c'est une réflexion qui relève plus de l'impératif hypothétique. Quand vous avez un comité d'éthique, vous rentrez avec un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, et puis vous discutez de ces valeurs et de ces principes et vous essayez de trouver la moins mauvaise solution. Et vous savez que vos positions vont pouvoir évoluer en regard de la discussion générale. Alors, évidemment, en matière morale, si vous avez des valeurs morales, si vous considérez que l'embryon à 24 heures ou à 48 heures est déjà une personne humaine, quelle que soit la discussion, vous n'allez pas revenir sur ces valeurs morales. Il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mal. L'éthique, c'est, vous allez dire, cet embryon à 24 ou 48 heures, quelles sont ses chances de se développer? S'il n'est pas dans le ventre d'une femme, aucune. Est-ce qu'il ne serait pas mieux dans un projet humain de faire de la recherche? Vous voyez, vous soulevez d'autres hypothèses. Excusez-moi, par rapport à un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, qui était le mot déontologie. Est-ce que du coup, vous mettez plutôt le mot déontologie dans la morale et l'impératif catégorique, puisque vous l'avez défini tout à l'heure comme un ensemble de règles, disons un peu externes à une communauté, ce que j'ai compris, par rapport à l'éthique qui est un peu plus subjective, et là, vous le nommez hypothétique. La déontologie étant un corpus de normes que se donne une profession, on est dans ce qu'il faut respecter, mais qui peut évoluer. Le bien et le mal a une capacité d'évolution qui est relativement limitée. Donc, la déontologie, c'est plus les conséquences normatives d'une réflexion éthique. Pour vous prendre un exemple, en 1974, il y a un grand congrès, ce qui était le début de la biologie moléculaire à Asilomar, où toute la communauté internationale de la biologie moléculaire, c'est-à-dire une centaine de personnes à cette époque, se réunissent et disent, on a découvert des virus oncogènes, on a des moyens de commencer à manipuler l'ADN, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et toute cette communauté décide d'arrêter pendant 1 an de faire un moratoire sur toutes les expériences qui portent sur des modifications de l'ADN, le temps de réfléchir ensemble aux risques qui sont encourus, et ça va donner toute la classification des laboratoires L1, L2, L3, L4. Vous avez entendu parler dans le cadre du Covid du fameux P4 de Wuhan, dans lequel on manipule certains virus. Et donc, c'est un laboratoire de sécurité 4. Le plus haut niveau. Ça vient de cette réunion d'Asilomar. Et voilà comment, à partir d'une réflexion scientifique, articulée autour d'une réflexion éthique, quelles sont les conséquences de nos actes, apparaissent un certain nombre de normes qui sont des normes déontologiques, mais qui sont maintenant passées même à un niveau de normes encore supérieur, qui sont des règles légales. Donc, vous voyez, ça commence par une réflexion, mais ça se traduit ensuite dans une activité normative. Donc, après, c'est le passage entre la soft law et la hard law dont on pourra rediscuter. Bon, ce qui est encore important dans les éléments de réflexion, en se référant à Max Weber, c'est de bien distinguer les types de convictions. Vous pensez quelque chose, vous en êtes tout à fait convaincu, mais vous ne savez pas pourquoi. Et vous ne savez pas l'argument. C'est la notion de transcendance. Je crois à. Malheureusement, aujourd'hui, sur beaucoup de plateaux de télévision en chaîne continue,
le Covid a encore été un exemple là-dessus. On a beaucoup d'éthique de conviction. On a beaucoup moins, malheureusement, d'éthique de la responsabilité, c'est-à-dire l'éthique de responsabilité, c'est je pense ceci, ou mon opinion est celle-là, parce que j'ai été voir, j'ai confronté ce que je crois penser à ce qui existe vraiment. Je prends toujours comme exemple, parce que ça fait toujours plaisir à au moins la moitié de l'auditoire, l'exemple de cette facilité de pensée, de ce biais de pensée qui est de dire les femmes conduisent mal. Alors, vous avez une éthique de conviction qui est les femmes conduisent mal. Vous voyez bien, c'est n'importe quoi, elles conduisent lentement, elles se garent mal, machin, tout ça. Et puis l'éthique de responsabilité, c'est de vous dire, bon, c'est quoi le critère pour dire que les femmes conduisent mal? Par exemple, je peux prendre comme critère le taux d'accidentalité. Est-ce que les femmes ont plus d'accidents que les hommes? Si elles conduisent mal, oui. Bon, vous regardez les statistiques des assurances et vous voyez que les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Donc, vous voyez que l'éthique de responsabilité, c'est d'aller regarder des éléments factuels et de vous dire, ben non, finalement, les femmes conduisent mieux que les hommes, en tout cas au regard des accidents qu'elles peuvent causer. Une fois qu'on a posé tout ça, et en tout cas dans le domaine des sciences de la vie, on est dans un environnement, et c'est pour ça qu'on a développé toute cette activité de bioéthique, on est dans un environnement où les sciences de la vie ont pris une importance extrême dans la vie quotidienne des gens. Et c'est ce que Michel Foucault a formalisé avec la notion de biopouvoir qui émerge à partir du début du 19e siècle, avec une transformation massive, dit Michel Foucault, d'un pouvoir royal qui pouvait faire mourir ou laisser vivre, à un nouveau pouvoir donné par les développements scientifiques, et on va le revoir, qui est de faire vivre ou de laisser mourir. Faire vivre, c'est toutes les discussions qu'on va avoir autour de la procréation médicalement assistée, et laisser mourir, c'est toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'acharnement thérapeutique et sur les conditions de la fin de vie. Et puis l'autre élément, et c'est un peu la suite de ce que je vous disais sur la question de la déontologie, c'est qu'aujourd'hui, nos sociétés, elles ne sont pas seulement basées sur des édits royaux, sur des décrets, elles sont basées sur des règles et sur une réglementation. Voilà, le label ceci, la documentation technique, l'approbation technique pour les médicaments, l'approbation de l'agence du médicament ou de la haute autorité de santé. Donc, on est dans un environnement de normes et dans un environnement de règles qui est bien plus diffus et bien plus hétérogène que simplement une loi, et on va le revoir très vite avec les questions des codes d'éthique. Bon, on peut remonter très loin sur la question de la bioéthique. Vous savez que dans le serment d'Hippocrate, il y a primum non nocens, d'abord ne pas faire de mal, mais moi je préfère commencer cette discussion avec Claude Bernard, qui est un peu notre père tutélaire avec l'introduction à la médecine expérimentale, dans lequel il dit le principe de moralité médicale et chirurgicale consiste donc à ne jamais pratiquer sur un homme, vous voyez, à ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque, bien que le résultat puisse intéresser beaucoup la science. Les choses sont dites, on est en 1865, et pourquoi elles doivent être dites? Parce que ça ne va pas de soi, ni à cette époque, ni peut-être encore aujourd'hui, on l'a vu là encore avec le Covid, et quelques collègues du sud de la France. En tout cas, pour prendre des exemples incontestables de scientifiques majeurs, leur attitude a été plus que regrettable. Par exemple, dans une lettre du 22 septembre 1884, Pasteur écrit à son principal sponsor, l'Institut Pasteur à Paris a été financé essentiellement avec des fonds et de l'or du Brésil de l'empereur Pedro II, il lui écrit pour lui demander de mettre à sa disposition des condamnés à mort pour qu'il puisse tester son vaccin contre la rage ou des traitements contre le choléra. Et dans sa grande bonté, Pasteur dit que peut-être l'empereur pourra leur accorder la vie sauve s'ils survivent au traitement qu'il va leur administrer.
Et Pedro II est horrifié, il répond à Pasteur que même le pire des criminels a le droit à sa conscience. Il mourra garrotté ou sous les balles, mais pas torturé ou traité comme un commun. Et il enverra un peu d'or supplémentaire à Pasteur pour continuer ses travaux. On a aussi l'exemple de 2 prix Nobel majeurs, des scientifiques incontestables. Peut-être celui qui est le plus incroyable, c'est Charles Richet, qui a eu le prix Nobel de médecine. Le type bien, c'est un pacifiste à une époque où tous les Français veulent prendre leur revanche sur l'Allemagne. C'est un Dreyfusard, donc il défend l'innocence du capitaine Dreyfus. C'est un franc-maçon, c'est un homme plutôt de gauche. Et puis, ça va être le fondateur de la Société française d'eugénisme. Eugénisme qui va être le premier mouvement des sciences de la vie dramatique. Et il écrit en 1913 dans un livre, après l'élimination des races inférieures, et vous imaginez en 1913 quelles étaient les races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. Et je vous rappelle que jusqu'en 1945, l'homosexualité était considérée comme une tare, comme une anomalie dans la loi française. Alexis Carrel est malheureusement bien connu. Alors, Charles Richet, c'est le découvreur de l'immunité naturelle, du choc anaphylactique. Enfin, c'est un scientifique incontestable. Alexis Carrel, pareil, c'est l'invention, au début du XXe siècle, de la chirurgie cardiovasculaire. C'est des centaines de milliers de vies sauvées grâce aux techniques qu'il a mis au point. Il sera, avant même d'être le collaborateur de Pétain à Vichy, il sera un zélateur de Hitler dans la préface de son best-seller « L'homme s'est inconnu » en 1936. Alors, il faut savoir qu'avant même les crimes des nazis, l'eugénisme, qui est une invention qu'on dit devoir à un cousin de Darwin qui s'appelait Galton, l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection des bons gènes, a fait des ravages dans les pays démocratiques, la Scandinavie, les États-Unis. Ce sont des centaines de milliers de personnes, souvent hospitalisées dans des asiles pour maladies mentales. Et encore une fois, je vous rappelle que la notion de maladie mentale avant la Seconde Guerre mondiale était une notion très floue. Un père qui n'était pas satisfait du comportement de son fils pouvait le faire interner pour maladie mentale. Donc, on a stérilisé des centaines de milliers de personnes à travers toute l'Europe et à travers les États-Unis. C'est les années 20-30. L'eugénisme a fait des ravages terribles, cette croyance dans les gènes. Et il nous en reste malheureusement des traces dans un certain nombre de croyances dans la génétique qu'on voit aujourd'hui avec le score polygénique, par exemple. Alors, la bioéthique elle-même, enfin, en tout cas l'éthique en sciences de la vie et en recherche en sciences de la vie, elle se codifie vraiment à partir du procès de Nuremberg, de ce qu'on appelait le code de Nuremberg. Donc, c'est les conclusions du procès de Nuremberg qui ont jugé les médecins nazis et les crimes commis dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il faut retenir de ces crimes, du c'est que on a trois principes. Le premier principe, c'est le principe de respect du sujet, le respect de l'autonomie du sujet. Et ce respect de la dignité de l'autonomie du sujet, il se traduit ensuite dans le consentement libre et informé. Toute personne, je prétends à une recherche, doit pouvoir être informée de l'objet de cette recherche, de ce qui va être fait, et être libre de pouvoir consentir ou non, et à tout moment de pouvoir retirer son consentement. Le deuxième critère qui doit aller avec le premier, c'est le rapport bénéfice-risque. Il faut qu'on soit dans la bienfaisance, il faut que les raisons de l'essai soient argumentées et que le bénéfice envisagé soit favorable à la personne. Et puis le troisième, c'est la justice.
Et à cette époque, en tout cas dans le procès de Nuremberg, c'est la société qui est là. Il faut que ça serve à quelque chose à la société. Alors, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se crée une association médicale mondiale qui va élaborer un certain nombre de textes, et en particulier, en 1964, ce qu'on appelle la Charte d'Helsinki, qui est la règle qui va ensuite s'appliquer dans toutes les recherches biomédicales. La Charte d'Helsinki, elle comprend elle comprend sous forme de 4 critères un développement de ce qui avait été fait à Nuremberg. On retrouve la bienfaisance dans l'évaluation de la balance bénéfice-risque. On trouve le concept de responsabilité et de non-malfaisance, et je vais y revenir tout de suite. Et on va voir émerger les comités d'éthique, les comités de protection des personnes. La justice dans la Charte d'Helsinki, elle est double, elle est pour l'individu qui doit avoir accès aux soins. Et là encore, vous avez vu que, par exemple, pour le Covid, nous, on a eu les vaccins assez vite, mais l'Afrique n'est toujours pas vaccinée. Et les Chinois sont mal vaccinés. Donc, justice pour l'individu et justice pour la société, quel est le coût, quelle est la distribution à faire. Et puis, donc voilà les 4 critères. Alors, il faut revenir un instant sur la question de l'émergence des comités d'éthique, qui est directement liée au progrès de la science. Au cours des années 50, ça commence après la Deuxième Guerre mondiale, mais la réalité médicale, c'est au cours des années 50, on fait des progrès fantastiques dans les méthodes de réanimation et les méthodes de suppléance. Et en particulier, en 1955, émerge le premier appareil à dialyse rénale. Alors, le premier appareil à dialyse rénale, il fait 3 mètres par 3 mètres. C'est une gigantesque machine et on peut y mettre un individu et on peut mettre un individu qui va y rester la moitié de la journée pour la dialyse rénale. C'est en Californie que ça apparaît, les premiers appareils ou le premier appareil. Et là se pose tout de suite pour la question, pour le corps médical, la question de qui va en bénéficier. Est-ce que c'est les gens qui habitent autour? Est-ce que c'est les gens qui ont les moyens de payer? Est-ce que c'est, on est en 1955, plutôt des blancs que des noirs, plutôt des jeunes que des vieux, plutôt des femmes que des hommes, plutôt des quoi? Et donc, le corps médical et le corps scientifique réalisent immédiatement que face à cet outil fantastique qui va permettre de faire vivre plus longtemps certains patients, se pose aussi la question éthique de savoir et comment on décide, comment on fait une priorité, comment on met l'un plutôt que l'autre, qui a le droit de vivre plus longtemps grâce à ces techniques. À peu près au même moment, à la Salpêtrière, Coulon et Mollaret vont essayer de déterminer les critères de la mort pour savoir quand on peut prélever chez une personne décédée un organe pour la greffer, puisque vont apparaître les premières greffes rénales à cette époque-là, pour sauver quelqu'un. Plus tard apparaîtront les greffes de foie et encore plus tard, 68, les greffes cardiaques. Mais là je vous parle du tournant des années 50-60. Donc, juste avant que se mette en place cette charte Helsinki, toute cette réflexion sur comment on mène une recherche, qui a le droit à bénéficier des progrès de la recherche, amène à la mise en place de ces comités de protection des personnes et de ces comités d'éthique qui doivent inclure, en plus de ceux qui savent, médecins scientifiques, des personnes de la société civile, représentants de différents pensées, philosophies, sociologie et pouvoirs politiques. Dernier point, et qui est très important pour vous de savoir, et dernière étape finalement dans l'élaboration formelle de ces questions de bioéthique, le rapport Belmont. Alors, ce n'est pas une personne, M. Belmont, bon, peut-être c'était une personne, mais surtout c'était un lieu où s'est réunie une commission du Sénat américain pendant 4 ans, de 1974 à 1978.
Et cette commission, elle met en évidence des scandales sanitaires absolument incroyables. Dans le sud des États-Unis, à Tuskegee, on a laissé pendant 30 ans des populations noires pauvres avoir et développer la syphilis, alors qu'on avait déjà les antibiotiques pour les traiter, juste pour voir comment se développaient naturellement les 3 étapes de la syphilis. Il y a une étape d'infection qui ensuite se traduit par une étape d'atteinte du système nerveux qui se termine par une paralysie avec une démence. On a laissé ces gens développer jusqu'au bout la maladie alors qu'on avait les moyens de les traiter. Pire, dans un orphelinat qui s'appelle Willow, intentionnellement infecter des enfants pour regarder l'évolution naturelle de l'hépatite, ou de certaines hépatites. Donc, face à ces scandales sanitaires, la commission Belmont va dire il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut des critères absolument nécessaires autour de la bienveillance, de la non-malveillance, du respect du sujet de la justice, et ça va être l'émergence des comités d'éthique, à la fois réflexion éthique et loi bioéthique, et le CCNE, le comité d'éthique français, sera l'un des premiers à être créé. Alors, autour de cela, il y a une réflexion à peu près au même moment. Donc, le mot bioéthique, c'est un sociologue qui s'appelle von Rissler-Potter. Il y a un premier centre de recherche en bioéthique qui est le Hastings aux États-Unis qui se crée. Et l'idée, c'est de dire il faut une réflexion en matière de médecine et de sciences de la vie pour construire un cadre d'action qui serve de guide aux praticiens au regard de ce que nous sommes maintenant capables de faire. Et pour nous, ça sera le CCNE à partir de 83, la loi Hurier-Cyrus-Clack qui est la première loi bioéthique qui encadre les essais cliniques, les lois bioéthiques à partir de 94 qui seront révisées. Et je vous ai juste mis les dates là pour vous montrer qu'à chaque fois, c'était tellement sujet à discussion et discussion par rapport à des valeurs ancrées dans la société que ça prend 5 ans entre la date où il faudrait réviser la loi et la date où elle est réellement révisée. En général, il faut 5 ans de discussion et d'aller-retour. La dernière loi de bioéthique qui a été votée en août 2021, elle a fait 3 fois la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et auparavant, il y avait eu les États généraux de la bioéthique. Et auparavant, il y avait eu une commission spéciale de l'Assemblée, etc., etc. Donc, avant 88, il n'y a pas de loi en France. Enfin, on est quand même combien d'années après 45. Il n'y a pas de loi en France, par exemple, qui encadre des essais cliniques ou qui encadre, disons, de l'expérimentation médicale. Pas de loi au sens... Pas de loi vraiment formalisée. Il y a un certain nombre de règles. Il y a la déontologie médicale. Il y a des gens qui pourraient être poursuivis. Mais oui, jusqu'à la loi Hurier-Cyrus-Clack, il n'y a pas d'encadrement précis de la recherche biomédicale. On ne risque pas de prison. Enfin, à part si vraiment l'acte... Si les personnes arrivaient à prouver qu'il y avait vraiment une faute médicale. Il y avait déjà la notion de faute médicale, mais dans le contexte des essais, effectivement, les gens pouvaient faire tout et n'importe quoi. Et certains, on l'a vu avec le Covid, rêveraient de revenir à cette époque du Far West, puisque, il faut le dire clairement, les essais sur l'hydroxychloroquine ont été faits comme si les lois Hurier-Cyrus-Clack et leur dernière évolution, je ne vous l'ai pas mis là, mais la dernière évolution, c'est la loi Jardet en 2004, n'avait pas existé. Et on a fait passer pour des protocoles de soins des recherches cliniques bona fide. Alors, l'une des choses importantes à voir et qui peut être aussi importante pour votre réflexion sur les questions du climat, c'est que les lois bioéthiques, elles portent sur l'intégrité de la physique de la personne, comment on peut prélever des organes, des cellules pour les greffer. Elles portent sur l'atteinte à la vie privée, puisque l'encadrement de la CNIL faisait partie des premières lois de bioéthique.
et aussi toutes les dispositions sur les tests génétiques et tout ça. Et elle porte sur tout ce qui intervient sur le processus vital, donc tout l'encadrement de la PMA, tout l'encadrement des recherches sur l'embryon, et l'encadrement peut-être demain de la fin de vie. Ce qui est important de voir, c'est que jusque-là, et jusqu'à la médecine, jusqu'au développement dont je vous ai parlé à partir des années 50, la médecine, elle s'intéressait à un sujet malade pour essayer de traiter ce sujet malade en tant qu'individu. Là, avec les techniques dont on parle, on intervient sur le corps d'un sujet au bénéfice d'un autre sujet. Ou, pour ce qui concerne l'embryon, ce sont les parents qui décident pour une tierce personne. Donc, ces lois de bioéthique, c'est le moment où la société s'empare de la question de comment on peut régler dans le contexte des avancées de la biologie et de la médecine, le fait d'intervenir sur le corps d'une personne au bénéfice d'une autre personne. Alors, tout ça n'est pas désincarné, tout ça se passe dans une société qui a différents partenaires dans la société, donc nous, les professionnels, mais au milieu d'un ensemble de lois, d'un ensemble d'habitudes, on ne peut pas négliger la pression du marché, puisque la santé est devenue à peu près 20% du PIB des économies développées. Donc, on est dans une énorme industrie de la santé. On le voit quand on entend, par exemple, les chiffres des candidats à la présidence. C'est des milliers d'infirmières qui nous manquent et qu'il va falloir former. C'est des milliards qu'il faut investir dans l'hôpital. Donc, on est sur un domaine de la vie sociale qui est un domaine extrêmement important. Alors, à côté de tout ce que je vous ai raconté, l'activité d'un comité comme celui que je préside, le comité d'éthique de l'INSERM, qui a existé avant le CCNE, puisque au fond, c'est le comité d'éthique de l'INSERM qui s'est transformé en CCNE, et puis on a réactivé à partir de 1999 un comité d'éthique interne à l'INSERM pour animer la réflexion des chercheurs au sein de l'Institut, puisque nous, au fond, on voit les choses qui vont arriver dans la société dans quelques années. On a publié une note sur l'édition du génome en 2015, 5 ans un certain temps avant que ça vienne sur la place publique et que ce soit discuté. Il y avait hier un article dans Le Monde sur la question de la surveillance ou de l'encadrement de la surveillance des bébés CRISPR. Donc, on est une vigie parce qu'on a une vision de ce qui va arriver. Peut-être vous ne savez pas, par exemple, ce que c'est que les organoïdes. Bon, on a déjà publié 2 notes du comité sur ces questions, de ces nouveaux objets vivants qui vont peut-être nous apprendre beaucoup sur des maladies humaines, voire peut-être remplacer la greffe d'organes à terme. J'ai bien dit peut-être. Donc, en organoïde. Il faut que je vous sorte une autre présentation. Conflit, lien d'intérêt. Je pilote un projet européen sur la question. Les organoïdes, ce sont à partir de, disons, le plus simple, c'est pour que vous compreniez, c'est à partir d'une cellule souche. On est capable, dans des conditions de milieu et dans des conditions de pression, d'arriver à reconstituer quelque chose qui commence à ressembler à l'organe dont il était issu. Le premier, par exemple, ça a été à partir d'une cellule souche de l'intestin, d'être capable de reconstituer une crypte du côlon. Donc, avec la diversité des cellules et l'architecture, et surtout, l'objectif à terme, c'est que ça fasse les fonctions de l'organe correspondant. Par exemple, on aimerait pouvoir produire des organoïdes de pancréas qui seraient greffés à des patients diabétiques et qui guériraient pour les diabètes de type 1 du besoin de prendre de l'insuline 3 fois par jour avec le risque de mourir tout le temps. Voilà ce que c'est un organoïde. C'est une structure tridimensionnelle mimant l'architecture et les fonctions de l'organe obtenue à partir de cellules souches. Donc, le comité, il est là non pas pour dire aux chercheurs ce qu'ils doivent penser,
mais pour accompagner les chercheurs dans leur pratique et pour collecter les questions et offrir une boîte à outils pour les répondre. Donc, anticiper, avoir un travail de veille, sensibiliser les personnels et puis contribuer au débat public. Nos journées annuelles sont ouvertes à tous et dans l'état actuel des choses, on a à peu près 300 personnes qui participent à nos journées annuelles, évidemment essentiellement des chercheurs. C'est un comité d'éthique. Donc, qu'est-ce que c'est les comités d'éthique? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une diversité, il faut qu'il y ait un renouvellement, il faut qu'il y ait des équilibres. Donc, seulement la moitié des membres du comité d'éthique, des membres sont des biologistes, etc., etc. Et puis, comme on est l'INSERM, on a aussi des représentants des associations de patients et des interfaces avec les autres structures de décision de l'INSERM et puis les autres comités d'éthique des organismes. On a même maintenant des réunions annuelles pour l'instant, formalisées avec les autres comités d'éthique, mais nous, on avait déjà élaboré un certain nombre d'avis et on en élabore encore avec d'autres comités d'éthique institutionnels. Donc, vous voulez voir ce qu'on fait, vous allez sur notre site. C'est un peu compliqué, mais si vous faites éthique INSERM, vous y arrivez très vite. Sinon, vous pouvez regarder dans HAL. On a une 50aine de notes en français, en anglais, qui ont été traduites. Et là, quelques exemples pour vous donner la variété des sujets qui ont été abordés, mais tout ça est disponible en ligne. Encore une fois, vous faites INSERM éthique et vous le trouvez sans difficulté. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Peut-être que on avait dit qu'on ferait un dialogue. J'avais préparé quelques autres diapositives pour vous montrer un exemple de ce que ça donne en pratique dans un contexte international, puisque j'ai aussi présidé ces dernières années le comité international de bioéthique de l'UNESCO et que dans le contexte de la pandémie, on a pris un certain nombre on a fait un certain nombre de déclarations. On a fait 4 déclarations sur différents aspects de la pandémie au nom de l'UNESCO, mais on a été aussi soutenu par l'OMS. Voilà, donc on peut prendre ça comme exemple, mais on peut aussi s'arrêter là et vous donner la parole. Bien, merci beaucoup. Donc, questions, à la fois dans la salle et n'hésitez pas soit à prendre la parole, hein, soit dans le chat. Julie maîtrise ça de main de maître. Bon, j'essaye, merci. Bon, je veux... Oui, l'articulation entre éthique, c'était là, bioéthique, ça faisait beaucoup référence à tout ce qui était les recherches sur l'humain, en fait, le matériel humain, génétique. Et moi, par rapport à ce qui est fait sur les conflits d'intérêts, justement, vous n'en avez pas trop parlé. Là, c'était plus sur justement la morale, ou qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, sur les règles. Mais au conflit d'intérêts, voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a une sur la déclaration de lien d'intérêt. Voilà. Et donc, voilà, comme il y a une vingtaine de pages, j'ai essayé de vous en donner quelques aperçus tout à l'heure, et en particulier sur le fait que tout devait être fait a priori, et que tout devait être transparent a priori. Il y a aussi de l'éthique de l'expérimentation animale. On a une responsabilité vis-à-vis de l'animal. Il y a tout un groupe qui travaille sur la question de l'animal dans la recherche et de la perception de l'animal dans la recherche. C'est quelque chose d'extrêmement important pour notre pratique à l'INSERM, puisque on voit que le taux de turnover des zootechniciens est extrêmement important. C'est un métier qui est très éprouvant. C'est très éprouvant parce que c'est un métier difficile, mais c'est aussi très éprouvant parce que quand vous sortez du laboratoire, en tout cas pour un zootechnicien, vous ne pouvez pas en parler dehors parce qu'aujourd'hui, c'est honteux
de tuer des souris ou c'est honteux de travailler sur de l'expérimentation animale. Donc, il y a une très grande souffrance au travail de nos zootechniciens sur lesquels on travaille. Et puis, il y a aussi la question de la règle des 3 R, qui est une règle européenne qu'il faut appliquer, et les éléments de la substitution, à tel point qu'il y a un centre de recherche qui a été créé maintenant qui s'appelle le F3R pour développer ces méthodes alternatives. Donc, ça ne se limite pas à ces questions-là. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que la discussion éthique, ce n'est pas la morale. Nous avons tous nos valeurs, nous avons tous nos croyances, on croit en une transcendance ou pas, on a des valeurs auxquelles on se réfère. La discussion éthique, c'est comment on peut articuler ensemble nos valeurs pour en faire quelque chose, pour faire sens pour notre société. Et en l'occurrence, pour faire que dans le domaine des sciences de la vie, les connaissances avancent et un certain nombre de maladies soient mieux comprises et évidemment, l'objectif final, mieux traité. Nous, on est quand même on a une vision à chaque fois finaliste, soit dans le domaine de l'accroissement des connaissances sur le vivant, soit dans le domaine de notre capacité à traiter nos congénères. Oui. Je me demandais, sur les réflexions que vous avez parlé, je crois que j'ai bien compris la notion plus à l'essai thérapeutique, donc ne pas nuire au moment où on fait l'essai. Par exemple, l'exemple que vous donnez sur les endémies, sur les pré-endémies, le système sur peut-être comment vous gérez la question de comment ça pourrait être utilisé. C'était là que je me comment ça pourrait être comment ce que vous allez découvrir pourrait être utilisé plus tard. J'ai l'impression, est-ce que vous bridez la recherche par rapport à l'utilisation qui pourrait être faite, ou est-ce que c'est juste un encadrement de pratique? Alors, l'un des moteurs de la réflexion éthique, c'est effectivement comment ça pourra être utilisé plus tard. Parce que, évidemment, nous avons l'objectif que ce soit bien utilisé, mais il y a toutes les dimensions du misuse, ou de ce qu'on appelle l'usage dual des technologies qu'on peut mettre au point. Alors, il est de notre responsabilité d'essayer d'explorer ces potentiels misuse et d'essayer d'éclairer le public sur les avantages et les dangers potentiels. C'est tout l'objet de l'engagement public et de la discussion avec le public, parce que la manière dont on utilise les choses est une manière qui nous échappe à partir du moment où les choses ne sont plus de l'ordre de la recherche, mais de l'ordre de l'usage. Alors, la question fondamentale, c'est comment on en fait le meilleur usage et on évite le moins mauvais. Moi, je vais vous prendre un exemple typique, c'est quand j'étais au CCNE, on a été consulté sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, et aussi à la préservation des oocytes. Donc, en prélude des lois bioéthiques de 2018. Et donc, on a fait un examen de la question, un examen éthique, en disant, bon, ces techniques, elles ont été développées pour lutter contre une infertilité médicale. C'est ce qui était dans la loi jusque-là. Pour pouvoir bénéficier de ces techniques de procréation médicalement assistée, il fallait être un couple formé d'un homme et d'une femme, et qu'une infertilité, c'est-à-dire l'incapacité de procréer pendant au moins 2 ans, ait été constatée alors qu'il y a des rapports sexuels réguliers. C'est la définition légale qui était là jusque-là. Et donc, on s'est posé la question, quels sont les dilemmes éthiques d'ouvrir cette technique médicale à un usage sociétal, puisque
les couples de femmes ou les femmes seules demandant à en bénéficier ne sont pas infertiles. Elles ne sont pas biologiquement ou médicalement infertiles. C'est simplement qu'elles n'ont pas de rapport sexuel avec un homme, et du coup, n'ayant pas de rapport sexuel avec un homme, elles ne peuvent pas procréer. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème. Et donc, là, après avoir examiné les différents éléments, on en est arrivé de façon assez simple et assez claire que pour ce qui concernait les couples de femmes, ça ne nous posait aucune question éthique. Ça n'a pas été tout à fait la même chose pour les femmes seules, parce que élever un enfant, difficile, hein. Pour ceux d'entre vous ici qui ont des enfants, vous savez que surtout quand ils sont petits, c'est pas facile, on ne dort pas beaucoup, ils sont malades, on ne peut plus aller travailler. Alors, il y a des travails dans lesquels ou des employeurs qui considèrent que ce n'est pas un souci, mais enfin, il y a d'autres emplois où on risque sa place si jamais on ne vient pas travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à une personne seule? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? La vulnérabilité créée, c'est la question de l'autonomie, le pendant, c'est la question de la vulnérabilité créée par cet état de solitude vis-à-vis de l'enfant à élever, vulnérabilité si elle perd son travail. Quand un couple, l'un des deux perd son travail, l'autre peut subvenir, peut-être pas quand une femme est seule. Donc, les différents éléments de la vulnérabilité. Vulnérabilité aussi vis-à-vis de l'enfant. Parce qu'un enfant, il se construit dans le regard de deux personnes qui l'aiment de façon à peu près égale, mais qui souvent ne sont pas de même avis. Lui, il se fait sa place dans cet avis différencié. Et donc, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la personne qui n'a qu'une seule voix? Et puis, évidemment, l'argument à côté de ça, c'était de dire que dans la vie réelle, dans la vie naturelle, il y avait beaucoup d'enfants orphelins parce que le père disparaissait parce qu'il allait voir ailleurs, ou le père disparaissait parce qu'il mourait à la guerre, etc. On a eu des grands exemples dans l'histoire de la France. Et au bout du compte, après beaucoup plus de discussions finalement que pour les couples de femmes, on a fini par dire que la balance bénéfice-risque allait plutôt dans le sens d'inclure les femmes seules que de ne pas les inclure. Voilà, et on a fait cette recommandation et la loi maintenant est passée. La PMA, qui était une technique scientifique puis médicale, est en train de devenir une technique sociétale avec d'autres problèmes. L'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gamètes. Il n'y avait déjà pas assez de gamètes pour les couples infertiles. Il y a encore moins, avec 4000 couples de femmes chaque année qui vont demander à bénéficier de cette technique. Donc, on résout des problèmes, on en crée à côté d'autres. Voilà, donc, voilà un exemple de comment la discussion éthique accompagne non seulement le progrès biomédical, mais aussi la discussion sociétale. Et puis, cet avis du CCNE, il aurait pu être suivi par le gouvernement ou pas suivi par le gouvernement. Il y a un certain nombre de groupes de pensée qui étaient plutôt hostiles. Moi, j'ai été très impliqué dans les lois de bioéthique en 2000. On a fait passer une loi en première lecture dans laquelle la recherche sur l'embryon était autorisée. Après 2002, une autre majorité est arrivée à l'Assemblée nationale qui était hostile à la recherche sur l'embryon et qui a de nouveau prohibé la recherche sur l'embryon. Donc, la manière dont la société ensuite s'empare de la question, nous, on a notre voix et notre rôle à jouer, mais nous ne sommes pas décideurs. Sur l'exemple de la recherche sur l'embryon, ce qui pose question, c'est l'embryon lui-même, parce qu'on pourrait faire du mal à l'embryon, mais ce n'est pas les utilisations potentielles de ce qu'on va découvrir. L'éthique, elle accompagne les recherches, mais la discussion éthique vous éclaire sur, au fond, vous avez trois façons de voir un embryon in vitro. Vous avez une première façon qui est de dire c'est un amas de cellules. Et cet amas de cellules, si j'oublie de changer le milieu, c'est fini. Donc, première façon, c'est juste un amas de cellules.
façon ultra matérialiste de voir les choses. Une deuxième façon de voir les choses, c'est de dire cet embryon peut être une personne potentielle si c'est le désir d'un couple d'avoir un enfant. Donc, s'il y a une femme qui veut l'accueillir dans son ventre et essayer d'en faire un enfant. Même dans ces conditions, je vous rappelle que le taux de succès est inférieur à 50%. Et le taux de succès diminue avec l'âge de la femme, d'où les autres discussions sur la préservation des ovocytes. Je vous rappelle à toutes que malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas lutter contre le vieillissement, entre guillemets, qui s'accompagne d'un appauvrissement de la fertilité. À partir de 35 ans, toutes les femmes ont une fertilité qui diminue, et à partir de 39 ans, 40 ans, c'est quasiment une mission impossible. D'où les taux de succès ou pas. Donc, deuxième façon, c'est une personne potentielle, mais c'est une personne potentielle uniquement s'il y a un projet parental. Donc, quand les parents ont déjà eu un enfant et s'il y a encore des embryons congelés, qu'est-ce qu'on fait? On les détruit, on les utilise pour la recherche. Est-ce que, ça a été une des premières discussions du CCNE en 1989, est-ce que le meilleur moyen de leur reconnaître leur appartenance à l'espèce humaine et à la famille humaine, ce n'est pas justement qu'ils puissent être utilisés dans le contexte de la recherche, au lieu de les détruire, pour pouvoir faire avancer les connaissances? Deuxième façon. Et puis, troisième façon, la façon de l'Église, qui est de dire on ne touche pas au mystère divin, donc interdiction d'avoir des embryons in vitro, car interdiction de la procréation médicalement assistée. Voilà. Donc, vous voyez que le rôle de l'éthique, c'est d'éclairer le débat. Et par exemple, au CCNE, quand il y a eu ces discussions en 89, il y avait un représentant de l'Église, c'était le père de Dinsha, qui était un jésuite. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on parlait de recherche sur embryons, il avait envie d'aller fumer. Ce qui était sa façon à lui de respecter la discussion de ses collègues sans avoir besoin de se mettre en contradiction avec sa foi. Donc, voilà. La discussion éthique, elle n'est pas noir-blanc. Elle est dans les possibles. Sur un autre exemple, si j'essaie de comparer une question éthique qu'on peut se poser comme communauté, sur de la géo-ingénierie notamment, je prends le gain de fonction pour le virus. Est-ce qu'il y a des types de recherches sur lesquelles il y a des vraies questions de se dire peut-être qu'on ne peut pas y aller? Parce que finalement, on y va quand même. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre le débat et un débat qui est honnête, et puis la transgression. C'est-à-dire qu'on est une communauté humaine, les chercheurs sont des humains comme les autres, donc il n'y a aucune possibilité que vous n'ayez pas des escrocs et que vous n'ayez pas des gens emmenés par leur hubris dans la communauté des chercheurs et qui voudront transgresser. C'est le cas de ce qu'a fait Zhang Qiuwei, le chercheur chinois qui a modifié génétiquement les embryons. Il y a 3 enfants qui sont nés à la suite de ces modifications génétiques, alors que la technique n'est absolument pas au point et que ce qu'il a fait a été condamné de façon internationale par toutes les instances et qu'aujourd'hui, il y a des règles de gouvernance qui se sont mises en place dans les différents pays pour empêcher que la même chose recommence. Donc, des escrocs, des fraudeurs, des truands, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas chez les chercheurs. Et je pense que vous avez quelques cas chez les spécialistes des sciences de la Terre, dont certains ont dirigé des instituts assez proches d'ici, qui illustrent le fait que les vrais fraudeurs, jusqu'à ce qu'ils soient révélés, vous ne les empêcherez pas. Par contre, ce que vous pouvez faire avec l'intégrité, c'est d'empêcher des comportements qui entravent la connaissance scientifique. Un mauvais usage des statistiques,
un usage erroné d'un certain nombre de données, l'usage de méthodes qui sont invalides, etc. Et ça, grâce à l'éducation, grâce à la formation, et grâce à la collégialité, hein, le fait que la communauté surveille le reste de la communauté, vous pouvez améliorer les choses. Et là, ça relèverait plus de cadre normatif et donc peut-être de déontologie plutôt que de problèmes éthiques. C'est le développement de l'éthique dans sa dimension normative. Normalement, maintenant, c'est quelque chose qui a été adopté il y a 5 ans maintenant, 6 ans, toutes les écoles doctorales doivent prévoir une formation à l'intégrité scientifique. Et cette formation à l'intégrité scientifique, elle commence par... Alors, nous, c'est un gros problème en sciences de la vie, peut-être vous moins parce que vous avez des formations plus scientifiques à la base, mais ça commence par une bonne formation à l'utilisation des tests statistiques. Parce que nous, on a toujours eu jusqu'à maintenant des gens qui qui avaient des résultats qui ne donnaient rien, et puis à force de trouver un test et de tordre les résultats et de soustraire et de normaliser et d'arriver à... Tout d'un coup, il y avait un truc avec un P, on en a aussi. On a une question en ligne. Pascal, si tu veux bien rallumer ton micro. Donc juste pour terminer... Qui c'est à moi? C'est une discussion éthique qui devient déontologique, qui devient normative. D'accord. Et ben alors merci, je peux vous continuer à poser une question, désolé pour mon retard. Hein, et vous en avez peut-être parlé. Je me demandais, là, si j'ai bien compris, on parle pas mal d'éthique dans la conduite de la recherche et l'élaboration de la connaissance éventuellement transmissible. Je me pose la question du niveau d'information auquel l'éthique doit pousser quand il s'agit de livrer une expertise pour des décisions, sachant qu'il y a éventuellement des risques très forts mais pas assurés, ou faiblement soutenus mais avec un impact fort potentiel. Je sais pas, vous avez répondu d'une certaine façon, parce que ce que le scientifique doit faire, c'est d'exposer les faits tels qu'ils sont. Comme le dit Anne Fagot-Largeau dans des conférences que vous devez pouvoir trouver sur YouTube, il y a un moment où on est dans la recherche scientifique qui ne sait pas, et puis il y a un moment où on arrive au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'éléments, de connaissances, pour dire que même s'il reste des éléments d'inconnu, c'est quand même probablement ça. Et entre deux, quand on est dans le domaine du plausible. Entre deux, c'est impossible, mais entre deux, c'est le principe de précaution. Entre deux, c'est la notion que face à des incertitudes, si on envisage une catastrophe irréversible, on doit prendre des mesures en situation d'incertitude. Mais le scientifique éclaire ou essaye de diminuer l'incertitude, c'est aux politiques, c'est à l'ensemble de la société, mais le politique en tant que représentant de la société, de prendre des décisions au regard de ce qui est connu et de ce qui n'est pas connu. C'est ce qu'on a vécu avec le Covid. Au regard de connaissances fragmentaires, incertaines et évolutives de jour en jour ou de semaine en semaine, il a fallu prendre des décisions, comme par exemple la décision d'arrêter toute l'économie et de se confiner, comme la décision qui a tardé beaucoup de mettre des masques et de prendre des mesures barrières, etc. Donc, chacun sa responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est d'essayer de diminuer l'incertitude. La responsabilité du politique, c'est de faire avec. C'est avec les connaissances qu'on est capable de lui apporter, de prendre des décisions. Et ensuite, dans une démocratie, à l'ensemble de la collectivité, de décider si cette décision a été bonne ou pas bonne, et si on veut garder les mêmes dirigeants ou changer de dirigeant. Alors, je comprends. Quand on est dans des sociétés qui permettent de changer de dirigeant,
Ce qui risque de ne pas être le cas à partir de la… Le critère du choix de dirigeant n'est pas la capacité à recevoir une information complexe, dotée d'une dimension d'incertitude qui, parfois, par essence, ne peut pas être estimée. Alors, vous avez parlé de l'hubris, mais là, on peut être aussi dans une stratégie de communication où on peut anticiper une mauvaise réaction, quoique dans leur domaine, des politiques par rapport à l'information ou à la non-information qu'on communique. C'est-à-dire, en fait, c'est des stratégies de communication, comme on peut le voir par le GIEC, qui peuvent être considérées comme pertinentes ou pas, mais qui se disent, je ne veux pas en dire trop parce que je ne veux pas les faire paniquer, je ne veux pas dire certains trucs parce que peut-être que ce sera manipulé et exploité, je ne veux pas dire certaines choses ou trop fort parce que j'ai peur d'une surréaction du politique. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une parole qui est réalisatrice, performante, et on ne peut pas ignorer non plus que le simple fait de dire quelque chose va générer une réaction qui n'est pas uniquement fondée sur le contenu. Je ne sais pas, je ne peux pas parler au nom du GIEC. Non, mais sur la question générale, si on va dire que, par exemple, Pascal, on va peut-être laisser Hervé répondre, puis laisser faire tourner les questions. Ma question n'était pas claire. OK, pas de problème. Non, mais ce qui est clair, c'est que toute communication est complexe. Et que la question de la responsabilité du chercheur dans la communication et de la responsabilité qu'il prend quand il prend la parole en public est évidemment lourde et que chacun va l'évaluer. Moi, je vais revenir à ce que je connais. Dans le contexte du Covid, on a vu beaucoup de pseudo-experts exprimer à longueur d'antenne sur des chaînes de télévision en continu leur ignorance bavarde. Ils ne savaient pas, mais ils donnaient quand même leur opinion. Et on a vu ça à longueur de temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est condamnable. À côté de ça, quelles sont les meilleures manières d'exposer les faits et de donner accès aux faits et de donner accès aux faits dans les conditions les meilleures? Alors, depuis la fin des années 90 en sciences de la vie, on a la seule loi internationale, la Convention d'Oviedo, une convention sur la biotechnologie et la médecine, qui n'a été adoptée que par 29 pays dans le monde, sur les 200 qui sont aux Nations Unies. Et dans l'article 28 de la Convention d'Oviedo, il y a la notion que toute nouvelle connaissance dans les sciences de la vie doit être portée à l'attention du public et doit faire l'objet de discussions publiques. Et le Conseil de l'Europe, l'an dernier, a publié un guide sur la meilleure manière d'engager le débat public. Alors, on a un peu d'expertise dans ce domaine avec les différents états généraux de la bioéthique qu'on a essayé de faire. Alors, là encore, lien d'intérêt, j'étais dans le comité de pilotage des derniers états généraux de la bioéthique en 2018, donc je vais faire un plaidoyer un peu pro domo. Mais c'est vrai que à travers le site Internet qui a eu plus de 250 000 contributions, à travers plus de 200 débats qu'on a eus à travers toute la France, à travers le fait que le CCNE a auditionné à peu près 200 sociétés savantes ou groupes constitués, et puis il y a eu aussi un jury citoyen. Donc, dans cet ensemble de corpus, on a pu essayer d'animer le débat public autour de questions. Alors, avec les limites de l'exercice, c'est-à-dire que l'essentiel des contributions et des discussions s'est focalisé sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Et que si je prends par exemple mon domaine, les neurosciences, qui pourtant sont non négligeables au regard par exemple de la confidentialité de nos informations cérébrales, sur les 250 000 contributions dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a eu à peine 1500 sur les neurosciences. Donc, on ne peut pas forcer non plus les gens à parler, à débattre, à s'engager sur des sujets qu'ils trouvent trop complexes ou alors c'est la société, c'est les scientifiques du groupe neurosciences qu'il faut critiquer, mais pourtant tous les ans on fait une semaine du cerveau, Brain Awareness Week, où il y a des milliers de personnes à travers toute la France qui participent,
qui sont très intéressantes d'en savoir plus sur nos recherches. Et pourtant, au moment des États généraux, il y a eu 1500 contributions, c'est-à-dire même pas 1% des contributions totales. Voilà, donc moi, ce que je peux dire par transfert de ce qui se passe dans le domaine du climat, qui est probablement beaucoup plus complexe à comprendre, c'est que quels sont les moyens qu'on donne au public de s'informer, de comprendre la complexité et de comprendre les enjeux. Voilà, donc nous, notre rôle de scientifique, c'est d'arriver à faire que, alors, le GIEC, à travers ses rapports, met à disposition de l'expertise. On voit qu'il y a quelques journalistes qui les lisent en diagonale, mais que le public ne se sent pas directement concerné, que le public ne comprend pas très bien quelle est la différence entre 1,5, ce qui n'est pas facile à comprendre en termes voilà, quand il fait 1 degré de plus, 1 degré de moins, dehors, on ne s'en rend pas compte, ou on met un petit gilet de plus ou de moins. Donc, voilà, donc, est-ce qu'il faut des meilleurs outils de communication? Est-ce que c'est aux scientifiques de développer ces meilleurs outils de communication? Est-ce que la complexité est trop grande? Est-ce qu'on peut simplifier la complexité? Sûrement pas. Enfin, la complexité est la complexité. Est-ce qu'il faut améliorer le niveau de connaissance de nos concitoyens? Oui, sûrement. Est-ce qu'on peut le faire? Ils n'ont peut-être pas envie. Donc, c'est l'autre problème. Voilà. On n'a pas de solution miracle. D'accord. Je voudrais rebondir un petit peu là-dessus, parce que le GIEC n'est pas prescriptif. C'est une synthèse des connaissances. Ceci dit, de plus en plus, il y a un certain nombre de chercheurs, en particulier ceux qui travaillent sur le deuxième volet du GIEC, sur les impacts et les stratégies d'adaptation, qui s'expriment personnellement pour dire que peut-être que le GIEC devrait être plus prescriptif face à l'inaction politique et face à l'urgence climatique. Et ça me fait penser, quand le comité scientifique du Covid, au début, donnait ses avis et le politique suivait ses avis, et puis à un moment donné, il y a une bascule, et je me souviens en particulier janvier-février 2021, où le politique a repoussé un nouveau confinement en disant chaque jour sans confinement est un jour de gagné, alors qu'il y avait 400 morts par jour. Et j'ai lu qu'au sein du conseil scientifique, il y avait des gens qui étaient pratiquement révoltés contre ça. Et le politique même interdisait la publication des avis ou retardait de 2 semaines ou 3 semaines la publication des avis. Et donc, il se pose une question de l'engagement du scientifique. Sachant ça, là, il n'y a pas de complexité de l'information, il n'y a pas de la complexité de l'information sanitaire. 400 morts par jour, c'est 400 morts par jour. Et donc, où se place l'éthique? Est-ce que c'est de la morale? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que finalement le conseil scientifique doit se soumettre au pouvoir politique? Ou bien est-ce qu'il peut déroger? Est-ce qu'il peut intervenir dans les médias en se révoltant contre le fait que 400 morts par jour, mais que on est content de gagner. C'est une discussion qu'on a beaucoup eue avec Jean-François Delfrécy. Le comité d'éthique de l'INSERM a réclamé à plusieurs reprises des débats publics tout au long de la crise du Covid, a reproché qu'il n'y ait pas assez d'engagement du public, qu'on aurait pu mieux débattre, discuter, écouter les inquiétudes, écouter les interrogations. On a eu beaucoup ça, par exemple, au moment de l'arrivée des vaccins, parce qu'il y avait beaucoup de gens beaucoup d'inquiétudes sur les vaccins, le fait de se faire vacciner, etc. Donc, nous ne pouvons, et je suis sûr que Jean-François Delfrécy dirait la même chose, que regretter le fait qu'il n'y ait pas eu plus de débats publics. Après, est-ce qu'il fallait aller à l'encontre? Les conseils scientifiques, comme les différentes autres instances, sont consultatives. Donc, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités et d'en assumer ensuite les conséquences. Le fait de se révolter, comme vous dites, aurait été de toute façon un fusil à un coup, c'est-à-dire qu'ils auraient été devant je ne sais quel journal télévisé en disant non, nous, notre avis, c'est de confiner tout de suite. Bon, ils auraient été démis de leur fonction et puis
On dit leur avis, c'est leur avis. Et puis nous, on prend nos décisions. Voilà, je pense que dans une démocratie, chacun doit être à sa place. De la même façon qu'on n'aimerait pas avoir une démocratie des juges, je ne pense pas qu'une démocratie des scientifiques serait, enfin, un gouvernement des juges, un gouvernement des scientifiques ne serait pas mieux. À cause de ce qui a été dit par Pascal Maugis. On a nos doutes, on a nos incertitudes, on a nos controverses. On a un certain nombre de responsables politiques qui sont là pour mettre en œuvre, et je le dis avec d'autant plus de tranquillité que pendant 2 ans, j'ai été au ministère de la Recherche et que j'ai été de l'autre côté et que ce n'est pas facile, et que tout d'un coup, des copains voulaient me pendre au court par rapport à des propositions de mise en œuvre que je faisais. Voilà, je pense que la pluralité, la diversité, elle est aussi dans les différentes instances de la société, et c'est comme ça que ça marche le moins mal. Après, on passe dans des sociétés dictatoriales. On a vu que ça a une certaine efficacité en Chine, jusqu'à un certain point. Nous ne savons pas exactement l'étendue de la catastrophe en Chine. Nous savons aujourd'hui qu'ils en sont, ce matin, c'était dans certains journaux, ils en sont à payer 200 yuan, c'est-à-dire 30 €, pour que les gens viennent se faire revacciner, viennent se faire vacciner ou revacciner. Et ils en sont à payer les gens pour venir se faire vacciner. Il y a eu d'autres pays aussi comme ça, non? C'est que en Chine? En tout cas, je prends la Chine parce que c'est l'exemple même. C'est illustratif. Le confinement drastique, je veux voir. Enfin, en Chine, quand vous avez été confiné, il y avait un membre du Parti communiste à l'entrée de la rue, à la sortie de la rue. Il y avait des distributions de riz tous les jours pour les gens de la rue. Et voilà, il y avait un contrôle de la population qui a été drastique. Et là, il y a des nouvelles de Shanghai et tout, quand vous confinez une ville de 30 millions d'habitants et que personne n'a le droit de sortir dans la rue et que tout s'arrête, c'est là où on voit la puissance d'une dictature. Et on voit aussi qu'un virus arrive à faire avec une dictature et à continuer à faire son boulot de transmission virale, surtout quand il s'appelle Omicron. Donc voilà. Il y a des limites à chaque chose, il y a un avantage, bénéfice-risque à chaque chose. Moi, je ne suis pas venu vous dire que j'ai la vérité des choses. Je suis venu vous dire qu'une société aussi, c'est complexe. Il n'y a pas que le climat qui est complexe. Le fonctionnement d'une société aussi est complexe. Et que, en tout cas, ce n'est pas l'envie qui nous manquait d'avoir des débats publics. Alors, on va faire une dernière question pour Rémi. Vas-y. Tu veux poser une question? Mais je la poserai après. Quand vous dites que vous vouliez du débat public, est-ce que vous étiez conscient de ce qui s'est passé avec la Convention climat? Parce qu'en fait, le débat public a essayé, l'instauration de débat public avec une mise en place de ce qui pouvait être fait, franchement, de façon vraiment efficace de débat démocratique avec la Convention climat. Et derrière, tout a été détricoté et la loi climat ne ressemble absolument pas à ce qui ressort de la consultation publique. Donc, je ne sais pas si d'une science à l'autre, c'est des choses c'est des considérations qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez au débat public ou, Non, mais je ne peux que répéter ce que je vous ai dit. Il y a eu sûrement une maladresse. Plus qu'une maladresse. Je ne suis pas du tout macroniste. Je ne cherche pas à faire de plaidoyer pro-Macron. Mais c'était ridicule d'un point de vue politique. C'était ridicule quand il a dit « je prendrai sans filtre vos réflexions ». Parce que cette convention de 150 citoyens bien sous tout rapport, etc., n'a aucune légitimité. Elle est sortie de rien. De la même façon, d'ailleurs, que le Conseil scientifique n'avait aucune légitimité. C'est une des grandes questions, d'ailleurs, du système dans lequel on est actuellement. On a
une structure qui s'appelle la Commission nationale du débat public, qui existe, qui est une commission indépendante, qui aurait dû être en charge de tout ça, qui ne l'a pas été. Il y a des conseils scientifiques, il y en a, le conseil scientifique de l'INSERM, du CNRS, il y en a. Pourquoi est-ce qu'il a fallu créer un conseil scientifique Covid, un conseil CARE, un conseil de la vaccination? Tout ça, il y a les institutions qu'il faut. Mais nous, on est dans le millefeuille, on crée toujours des trucs et on laisse de côté les autres choses. Donc, du point de vue politique pur, le fait d'avoir dit « je prendrai sans filtre les recommandations de la Commission » était une aberration scientifique, et une aberration politique. Et après, il est revenu, entre guillemets, à la raison politique, et il a pris les décisions qu'un gouvernement comme le sien a souhaité prendre. Et ensuite, à nous, en tant que scientifiques, en tant que citoyens, de critiquer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais pour revenir un peu en arrière sur le GIEC prescriptif, non prescriptif, moi, je me rappelle en 2000, je pense que ça a été publié en 2000, si ce n'est en 99 ou 98, le petit livre de Jean-Pierre Dupuis pour un catastrophisme éclairé, disant « Nous devons décider de ne pas exploiter les réserves d'hydrocarbures que nous avons déjà découvertes ». C'est écrit pour un catastrophisme éclairé. Combien on en a découvert depuis et on voit la guerre en Ukraine qui, en fait, se focalise sur cette question de l'utilisation des hydrocarbures, gaz, pétrole, et qui nous conduit à la guerre, à la violence, à la destruction, en plus des personnes, en plus de notre planète, des personnes présentes, en plus des personnes futures. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens finissent par être raisonnables? Et je sais pas, on est tous des citoyens. Je vous parle comme au café du commerce, mais il y a un moment où il faut ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas ouvrir une radio ou ouvrir un journal sans voir en première page pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat, les prix de l'essence qui flambent, machin, tout ça. Bon, il se trouve que j'habite, ma compagne habite à Charenton, juste à côté de la Foire du Trône. Ce week-end, on ne pouvait pas circuler. C'était impossible. C'était un embouteillage continu, alors que la Foire du Trône, tout le monde peut prendre le métro, le truc, pour aller porte dorée, enfin, à côté. Et puis, personne pour empêcher les voitures d'accéder. Ça aurait dû être bloqué à la porte de Paris. Donc, un embouteillage continu pendant des heures. Donc, les gens ils utilisent de l'essence, enfin, ils polluent, etc. Ça peut être le bon. Des enfants avec des sucreries, en veux-tu, en voilà. Enfin, toute la malbouffe étalée comme c'est pas possible. Enfin, toute la caricature voilà, et les gens ont quand même les moyens de s'offrir ça malgré toute cette discussion sur le pouvoir d'achat. Alors, si la citoyenneté, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'il y a peut-être des économies à faire sur le chauffage, il y a peut-être des économies à faire sur les passoires thermiques, on n'arrive même pas à faire comprendre ça à notre président d'université, qu'il faut traiter la question de notre bâtiment comme passoire thermique. Vous regardez de la tour les toits de Jussieu, vous ne voyez pas un panneau solaire. Commençons par balayer devant notre porte. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour avoir une université zéro carbone, en neutralité carbone? On n'a pas un panneau solaire, on n'a pas une éolienne alors qu'on a du vent en veux-tu, en voilà sur la dalle, et on a des murs qui sont des passoires thermiques, on crève de chaud l'été, on crève de froid l'hiver. Voilà. Donc on est déjà des mauvais citoyens de notre université. Donc, essayons de balayer devant notre porte et puis essayons ensuite de convaincre nos collègues et nos voisins qu'il faut en faire autre. Bien, sur ces paroles, on va à nouveau vous remercier beaucoup de votre intervention et cet échange passionnant. Merci beaucoup encore. Merci. Bien, bon, merci à ceux qui étaient en ligne. Voilà, tout à fait.